Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.6 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici de résistance équivalente. Donc, objectif de la section, déterminer la résistance équivalente d'un circuit qui comporte des résistances branchées en série ou en parallèle ou des fois un mix des deux. Alors, tout d'abord, commençons par reconnaître c'est quoi être branché en série ou en parallèle. Ici, on a en série. Donc, un branchement en série, c'est lorsque le courant qui traverse différents éléments dans un circuit va être le même parce qu'il y a essentiellement juste un chemin possible. Par exemple, ici, il y a juste un chemin possible. La source va émettre un courant et le courant va passer au complet à travers R1 et au complet à travers R2. Donc, on va dire ici que R1 et R2 sont en série parce qu'elles sont toutes les deux traversées par le même courant. Ce qu'on veut faire, nous, dans un calcul de résistance équivalente, c'est de remplacer deux résistances qui seraient en série comme ça par une seule résistance qui aurait juste la valeur nécessaire pour que ça ait le même effet sur le courant. Et donc, pour trouver l'équation qui va me permettre de trouver ça, là, la résistance équivalente, ben, on va faire une loi des mailles. Ici, c'est simple, on a une seule maille, donc on part ici juste avant la source, puis on tourne en sens horaire. Donc, par la loi des mailles, on a epsilon, puis on va traverser chacune des deux résistances dans le même sens que le courant. Donc, on fait moins R1 fois le courant I, moins R2 fois le courant I. Le courant I est partout pareil parce qu'encore une fois, on a une seule maille. Égal à 0. On isole I, ça me donne ça ici. S'il y avait un seul résisteur, donc mettons qu'on avait la situation en bas, notre loi d'Ohm, delta V égale à RI, nous permettrait de trouver epsilon est égal à R équivalent fois I. On isole I, donc c'est comme si I est égal à epsilon divisé par R équivalent. Donc, on veut que cette première équation-là soit la même que cette deuxième équation-là. Fait que vous voyez qu'on retrouve du côté gauche I, du côté droit au numérateur, on a epsilon. Et donc, ça veut dire que le dénominateur ici, R1 plus R2, doit être la même chose que la résistance équivalente qui est ici au dénominateur. Et c'est comme ça qu'on trouve que l'équation pour trouver une résistance équivalente de plusieurs résistances en série, ben, ça va être l'addition directe de chacune d'elles. Donc, dans notre exemple, c'est R1 plus R2, mais on aurait pu avoir plein d'autres résistances toutes en série, auquel cas, c'est toujours l'addition de chacune de ces résistances-là. On peut aussi avoir un circuit branché en parallèle. Hein, le nom le dit, parallèle, ça veut dire qu'il y a des chemins parallèles. Donc, par exemple, on a le courant ici qui sort de la source, epsilon. Puis, quand le courant arrive au nœud A, là, vous voyez qu'il y a une loi des nœuds qu'on pourrait appliquer. Hein? Le courant I total devient égal à I1 plus I2. Donc, il y a deux chemins parallèles. Soit que tu passes de A à B par la branche du centre, soit tu passes de A à B par la branche de droite. C'est deux chemins qui te font commencer au même nœud et qui te font terminer au même nœud, mais selon le chemin que tu empruntes, tu n'auras pas nécessairement le même courant parce que tu n'auras pas nécessairement la même résistance. Donc ça, c'est la définition de résistance branchée en parallèle. Comme tantôt, on va vouloir remplacer l'ensemble de ces deux résistances-là en parallèle par une seule résistance qui serait égale à une résistance équivalente. Donc, on va faire un peu comme tantôt. On va aller faire loi des nœuds, loi des mailles là, pour trouver c'est quoi cette équation-là. Donc, on peut faire une loi des nœuds pour A. Je l'ai fait rapidement tantôt. Là, hein. I, il est rentrant, donc il est positif. I1 et I2 sont sortants, donc négatifs. Fait qu'on obtient ça. Si j'envoie I1 et I2 du côté droit, ça devient positif. Donc, I égale à I1 plus I2. Première équation. Les deux autres équations, on va y aller par la loi des mailles. Donc, je vais faire la première maille qui est le M1 ici. Donc, on y va. On traverse epsilon dans le même sens. Donc, c'est epsilon, puis moins R1 I1, parce qu'on traverse R1 dans le même sens que I1. Donc, on soustrait R1 I1. Donc, dans ce cas-ci, je veux isoler I1. Ça me donne cette équation-là. Après ça, je vais aller faire la même chose pour la maille 2. Donc, même logique. Je pars avec la source, plus epsilon. Je traverse R2 dans le même sens que le courant I2. Donc, je fais moins R2 I2. On isole I2, ça me donne cette troisième équation-là. Et là, on l'a déjà fait souvent. Hein, on veut combiner, on veut faire de la substitution. On veut combiner, donc, rentrer l'équation 2 et l'équation 3 dans l'équation 1 ici. Donc, à la place de I1 et I2. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on remplace. Ça me donne ça ici. J'ai juste mis en évidence là,
le epsilon ici. Puis, encore une fois, s'il y avait un seul résisteur, donc si on avait la situation en bas avec une résistance équivalente, ben, par la loi d'Ohm, delta V égale à RI, ça serait epsilon est égal à R équivalent fois I, mais là, j'isole I. Fait que c'est I égale à epsilon sur R équivalent. Et encore une fois, on veut que cette équation-là du bas soit égale à l'équation ici du haut. Là, il y a une petite différence par contre, parce qu'on a le I du côté gauche, c'est bon. On a le epsilon au numérateur du côté gauche, c'est bon. Mais là, le R équivalent, on veut que ce soit égal à tout ça, la parenthèse finalement. Donc, c'est ce qu'on explique ici. 1 sur R équivalent, c'est égal à la parenthèse. Donc, dans notre situation ici, c'est 1 sur R équivalent qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, de façon plus générale, on va dire que 1 sur R équivalent, c'est la somme de tous les 1 sur RI pour tout I résistance dans notre circuit. Une autre façon de l'écrire, ça serait de prendre le 1 sur résistance équivalente puis d'inverser ce rapport-là, donc en mettant exposant moins 1 du côté gauche et du côté droit. Fait que côté gauche, c'est R équivalent qui redevient au numérateur. Et du côté droit, ben, vous reconnaissez ma somme de 1 sur les R, mais on termine à la toute fin, on inverse, donc on met à la moins 1, comme ça. Qu'est-ce qu'un court-circuit? Ça va arriver des fois, on ne vous le dira pas nécessairement, mais on va vous présenter un circuit, puis dans le circuit, ça se peut qu'il y ait un court-circuit. Donc, il faut être capable de les reconnaître parce que ça va influencer notre calcul sur la résistance équivalente. Donc, dans le fond, un court-circuit, c'est quand on modifie volontairement ou non. Dans la vraie vie, on ne veut jamais un court-circuit. On verra dans un instant pourquoi. Là. On ne veut pas des courts-circuits, mais des fois, par erreur, ça arrive. Okay? Donc, modifier volontairement ou non un circuit en reliant un point de potentiel élevé avec un point de potentiel faible par une branche de faible résistance, voire même nulle. Là. Quand on dit faible résistance, ça veut dire presque égal à 0. Ça fait en sorte qu'une branche cesse d'être parcourue par un courant. Bon, regardez. La logique, elle est là, ici. Okay? Imaginons, suivons le courant. On part de la source epsilon, on traverse R1, c'est bon. Puis là, on arrive au nœud qui est ici. À un nœud, on sait que le courant va se séparer. Fait que tu aurais une portion du courant qui passerait dans la branche du centre, puis une portion du courant qui passerait dans la branche de droite. Sauf que, vous ne l'avez peut-être pas réalisé encore parce que je viens tout juste de vous la présenter, mais dans notre loi d'Ohm appliquée à des résistances en parallèle. La loi d'Ohm appliquée dans une situation comme ça nous dit essentiellement que la majorité du courant, pour ne pas dire la totalité du courant, va passer par une branche qui n'a pas de résistance si elle peut. Fait que vous voyez qu'ici, là, on passe d'un nœud A à un nœud B, puis il y a deux chemins possibles. Soit le chemin du centre qui a zéro résistance, soit le chemin de droite qui a de la résistance. Bien, dans un cas comme ça, tout le courant va passer par la branche du centre. Donc, c'est ça qu'on appelle un court-circuit. Dans le fond, c'est qu'on a court-circuité les deux résistances de droite parce qu'il n'y a aucun courant qui va vouloir passer par là. Vous voyez ça comme la loi du moindre effort. Le courant, il est paresseux. Ça ne tente pas de traverser des résistances parce qu'il perd de l'énergie s'il fait ça. Tandis que s'il passe 100% par le chemin pas de résistance, ben c'est plus facile, il ne perd pas d'énergie, fait qu'il va faire ça. Okay? Fait que c'est ça un court-circuit. Quand ça arrive, ben ça fait en sorte que tout le courant passe dans la branche du centre, fait qu'il n'y a rien qui passe dans la branche de droite. Donc, on peut dire que la branche de droite est rendue inutilisée parce qu'il n'y a pas de courant qui passe ici. Fait que résistance R2, R3, ben, il n'y aurait pas de courant. Voilà. Fait que c'est pas toujours facile de reconnaître les courts-circuits, puis il n'y a comme pas vraiment de règles officielles. Il faut juste comprendre, c'est du cas par cas. Il faut toujours se poser la question, y a-t-il un chemin possible qui m'offre pas de résistance? Si tu peux prendre un chemin pas de résistance, tu vas le prendre. Fait que, allons-y. Donc, c'est un exercice dans le livre là, qui sert justement à reconnaître les courts-circuits. Donc, dans les circuits suivants, chaque résisteur possède une résistance de 20 ohms. Dites lequel ou lesquels des résisteurs sont court-circuités s'il y a lieu. Donc, premier ici à gauche, le courant sort de la source, puis là, il arrive ici à un nœud. Donc là, vous voyez, refaisons le même raisonnement. Le courant, il se séparerait ici au nœud. Donc, il y aurait une portion du courant qui continuerait tout droit, puis il rencontrerait plein de résistance. Ou il y a une portion du courant qui se séparerait comme ça vers la droite et qui pourrait court-circuiter toutes les résistances d'en haut. Hein, il serait capable de passer du nœud ici à gauche au nœud ici à droite sans aucune résistance. Mais s'il peut le faire, il va le faire.
loi du moindre effort. Ça fait en sorte que toutes les résistances du haut vont être court-circuitées. Ça ne servirait à rien de passer par une des résistances en haut parce que par la loi du moindre effort, le courant, il veut pas perdre de l'énergie pour rien. Fait qu'il ira pas en haut s'il peut tout simplement passer par le fil du centre, qui est un court-circuit, effectivement. Fait que toutes ces résistances-là, on les enlève. Donc, dans ce circuit-là, finalement, j'ai une seule maille. J'ai une seule résistance qui, elle, n'est pas court-circuitée parce qu'on n'a pas le choix de passer par cette résistance-là. Le courant qui sort de la borne plus, il est obligé d'au moins traverser cette résistance-là pour revenir à la borne négative. B, encore une fois, on va se pratiquer. On sort de la borne positive, on arrive ici, puis là, on se sépare. Une portion qui va à droite, mais il frappe une résistance. Une portion qui continue tout droit, mais il frappe quand même une résistance avant de revenir au nœud qui est là. Fait que vous voyez qu'ici, il n'y a pas un chemin qui permet au courant d'éviter une résistance. Peu importe que tu te sépares ici, que tu ailles à droite, ou que tu continues tout droit, puis que tu reviennes, tu fasses le grand tour, tu vas quand même avoir une résistance. Fait qu'ici, il n'y a pas de court-circuit. On a 3 mailles, là, si tu comptes tout le tour. Là. On a 3 mailles totales, là, donc on en a une ici, puis la troisième, ça serait le grand tour qu'on pourrait faire. Fait qu'ici, là, aucun court-circuit. En C, on a le courant qui sort, se sépare, s'en va à droite, traverse une résistance. Fait que ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de continuer tout droit et quand même frapper une résistance. Fait que définitivement, ces deux résistances-là ne seront pas court-circuitées parce que, encore une fois, le courant, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il en traverse au moins une des deux. Fait que les deux chemins, il y a une résistance, donc tu vas avoir une portion qui va aller à gauche, une portion qui va aller à droite. Par contre, la résistance qui est ici, elle va être court-circuitée. C'est peut-être moins évident à voir, là, mais continuons le chemin. Okay? Donc, imaginons là, qu'on suit le courant qui est passé par en haut, traverse la résistance du haut, parce qu'il n'y a pas le choix, arrive ici à un nœud. Là, vous voyez, à ce nœud-là, là, il y a le choix. Il peut se diviser encore. Il pourrait avoir une portion du courant qui irait tout droit, puis là, il frapperait une résistance. Ou bien, il pourrait se séparer, aller ici, comme ça, vers la gauche, descendre, puis retourner à la pile, sans jamais avoir eu à traverser cette résistance-là. Fait que si le courant peut emprunter un chemin pour revenir à la borne négative qui ne contient pas de résistance, il va le faire. Donc, cette résistance-là, ici, va être court-circuitée. Et c'est la même logique si on part du début et que tu empruntes l'autre chemin. Là. Si tu passes ici vers la droite, le courant qui arrive ici, ben, lui aussi pourrait se séparer. On peut dire, il y a une partie du courant qui va aller vers la droite, une partie du courant qui va aller vers le bas. Mais le courant qui va vers le bas, il ne traverse pas de résistance. Donc, tout le courant va passer par le chemin du bas pour avoir à éviter à emprunter la résistance ici à droite. Fait qu'on va avoir 2 mailles comme ça. Celle-là va être court-circuitée. Fait que comprenez que quand c'est court-circuité, on peut juste enlever la portion de fil là, du circuit. Okay. Le D, lui, il est un petit peu plus compliqué, là. Mais c'est toujours la même logique. Il faut suivre le courant puis que tu regardes c'est quoi les chemins possibles. Le courant sort de la pile, il arrive ici à un premier nœud. Là, il y a 2 choix. Soit qu'il va vers le haut, traverse une résistance, soit qu'il va vers la gauche, traverse une résistance. Donc, dans les 2 cas, il est obligé, il va frapper une résistance. Donc, ces 2 résistances-là ne sont pas court-circuitées. Fait que là, il faut poursuivre. Tu dis, OK, là, le courant qui sort de cette première résistance-là, commençons par elle, le courant veut toujours revenir à la borne négative de la pile. C'est comme ça que fonctionne le courant. Fait que là, le courant qui arrive ici, il y a un premier nœud. Là, il y a le choix. Soit qu'il part vers le haut, puis là, s'il part vers le haut, comprenez qu'il va frapper au moins une résistance, puis une deuxième résistance pour peut-être éventuellement revenir à la borne négative. Tandis que s'il utilise le chemin ici, en diagonale, ça lui permet de court-circuiter toutes les résistances en haut. Puis oui, il est obligé de traverser la résistance ici en bas, ça c'est sûr. Mais il peut passer par ici, revenir directement à la borne négative. Même chose si on regarde le courant qui passe par la résistance du haut. La résistance du haut, c'est bon, elle est traversée. Le courant qui arrive ici, encore une fois, on a 2 choix. Soit on va vers la gauche où est-ce qu'on sait qu'on va frapper plein d'autres résistances, ou bien on passe par la diagonale ici, on revient, on traverse cette dernière résistance-là, puis on revient directement à la borne négative. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ces 2 mailles-là, ça fonctionne, il va y avoir du courant dans chacune de ces 4 résistances-là. Mais les 4 autres résistances ici vont être court-circuitées parce que c'est un détour totalement inutile. Le courant n'ira pas par là s'il peut utiliser un chemin
qui bypasse tout ça. Là. Voilà. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui arrive dans un court-circuit? Ben, on l'a vu, il y a une section du circuit qui est plus alimentée par le courant et ça devient inutilisé. Donc, si on a des choses à la maison branchées sur un circuit qui est court-circuité, ben, ces choses-là vont arrêter de fonctionner. Fait que c'est pas pratique. Non seulement ça, mais la section qui est court-circuitée va être traversée par un très gros courant. Et un gros courant qui traverse un bout de circuit, ben, ça va surchauffer. En surchauffant, éventuellement, le fil électrique peut fondre. Et là, quand ça fond, ben là, éventuellement, tu vas avoir un arc électrique qui va apparaître. Un arc électrique, vous voyez ça comme une petite éclair là, qui peut passer là, d'un bout de fil fondu à un autre bout de fil fondu. Là. Fait que là, quand tu es rendu à avoir des arcs électriques là, dans tes circuits, là, ça va mal. Là, parce que tout est en train de fondre, c'est en train de surchauffer, puis habituellement, les étapes qui suivent, c'est un incendie. Fait qu'évidemment, on ne veut pas se rendre là. Fait qu'à la maison, vous avez principalement ça. En bon québécois, on appelle ça un panneau de breaker. En bon français, c'est fusible et disjoncteur. Les fusibles, ça ressemble plus à ça, là. Les breakers, ici, en français, ce serait des disjoncteurs. Donc, les deux sont un peu différents, mais ils fonctionnent essentiellement de la même façon. Le fusible, on met ça dans le circuit, de telle sorte que si jamais le courant qui traverse le circuit devient trop élevé à cause d'un court-circuit, bien, le fusible est conçu de telle sorte que le petit filament ici, à l'intérieur du cylindre en verre, il va fondre. Puis quand il va fondre, il va couper le circuit. Hein, parce qu'il va fondre rapidement sous la chaleur et donc le circuit pourra plus... le courant ne pourra plus passer parce que le filament sera parti. Donc, ça coupe le courant. Donc là, après ça, évidemment, il faut changer le fusible, il faut trouver le problème puis recommencer, mais ça va éviter là, un incendie. Les disjoncteurs fonctionnent un peu de la même façon, c'est juste que les disjoncteurs, ils fondent pas vraiment, c'est juste qu'ils sautent. Vous avez peut-être ça à la maison, des fois ça arrive, là, vous branchez le micro-ondes, le grille-pain, puis je sais pas, la bouilloire, tout sur la même prise, puis vous les faites fonctionner tout en même temps, puis à un moment donné, vous entendez au loin, clac! Puis là, ça saute, puis il n'y a plus d'électricité juste sur cette prise-là. Ça, c'est votre disjoncteur qui vient de sauter. Il vient de sauter parce qu'il a détecté que ça prend trop de courant dans un circuit. Et quand il y a trop de courant qui passe dans un circuit, soit parce que vous l'utilisez trop ou soit à cause d'un court-circuit, ben, il va détecter ce changement-là puis il va couper le courant. Donc, en ouvrant le circuit. Fait que quand ça arrive, ben, on retourne dans notre panneau de disjoncteur. Il faut reset le disjoncteur. Puis là, d'habitude, ça fonctionne. Okay? Donc, ça, c'est les systèmes de protection qu'on a à la maison là, pour régler ça. OK. Parfois, on l'a vu tantôt dans l'exemple, là, tu regardes un circuit, puis tu as l'impression qu'il y a un court-circuit, mais il n'y en a pas nécessairement. Donc ici, c'est ce qu'on explique. Là. Un circuit qui contient une branche vide n'est pas nécessairement un court-circuit. Donc ça, c'est le cas de l'exemple qu'on voit ici. Là. Si je reprends ma stratégie de tantôt, le courant sort de la pile, arrive au nœud qui est ici. Fait là, le courant peut se séparer. Tu as une portion du courant qui passe dans R1. L'autre portion du courant va passer en haut. Une branche qui semble vide. Après ça, tu arrives ici, mais comprenez que quand il arrive à cette intersection-là, il n'y a pas le choix. Soit qu'il passe par R2, soit qu'il passe par R3. Fait que peu importe le chemin que tu empruntes, tu vas toujours au moins frapper une résistance. Soit que tu passes ici, tu passes par R1 puis tu reviens. Soit que tu fasses le grand tour, tu passes par R2 et tu reviens. Soit que tu passes par R3 et tu reviens. Fait que t'as pas le choix. T'es obligé, tu vas passer par au moins une des trois résistances ici. Fait que pour éliminer des fois cette fausse impression qu'on a un court-circuit, ça peut être pratique de redessiner le circuit pour s'en convaincre. On peut le faire en exercice et c'est ce qu'on va faire à l'instant même. Dans notre situation ici, on suppose là, que chacun des résisteurs a 60 ohms chacun. Alors, on redessine. Pour redessiner, l'astuce, c'est de bouger les nœuds. Mais quand tu bouges les nœuds, il faut que tu fasses attention de ne pas sauter par-dessus un élément du circuit. Donc, tu ne veux pas sauter par-dessus une résistance, tu ne veux pas sauter par-dessus une source non plus. Donc, regardez ce qu'on va faire. Ce que je fais ici, c'est que je déplace les deux nœuds de chaque côté. Donc, mon nœud est ici à gauche, je le déplace, je l'amène dans le coin ici, comme ça. Le nœud à droite, je le monte, je le déplace comme ça dans le coin, je l'amène comme ça. Vous voyez, je n'ai pas
j'ai pas sauté par-dessus un élément du circuit en déplaçant mon nœud. Fait que ça, ce que j'ai dessiné ici, c'est la même chose que ça. Techniquement, je les ai placés un peu différemment, mais ça a le même courant, ça a la même résistance équivalente. Fait que là, prochaine étape, le nœud du centre, je vais le baisser. Je vais le baisser jusqu'en bas. J'ai le droit de faire ça, encore une fois, tant et aussi longtemps que je ne saute pas par-dessus un élément du circuit. Fait que je l'amène ici comme ça en bas. Fait que là, vous commencez peut-être tranquillement à voir ce qui se passe. Et là, mon nœud qui est ici, je vais le séparer en deux. Je vais le tasser un petit peu comme ça vers la gauche et l'autre moitié, je vais le tasser un petit peu comme ça vers la droite. Et voilà, c'est ça que ça me donne. Fait que ça ici, là, vous le voyez, je pense, beaucoup mieux. Ça accomplit la même chose que mon circuit du début parce que ici aussi, ton courant qui sort, ben, peu importe la branche que tu choisis, tu vas traverser une résistance. Tu n'as pas le choix. Soit que tu prends le chemin R1, soit que tu prends le chemin R2, soit tu prends le chemin R3. Exactement comme j'avais expliqué ici. Fait que ça et ça, c'est la même chose. C'est juste que ça ici, c'est beaucoup plus facile à visualiser. Là, on le comprend. On a 3 résistances ici qui sont en parallèle. Donc, pour trouver ma résistance équivalente, il faut appliquer ce qu'on a vu tantôt. Donc, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On n'oublie pas d'inverser à la fin la fraction, donc exposant moins 1. Donc, 1 sur 60 plus 1 sur 60 plus 1 sur 60, ça donne 3 soixantièmes. Autrement dit, c'est 1 vingtième, mais le 1 vingtième, quand tu l'inverses, ça redevient 20 ohms. Voilà. L'autre exercice mixte, ça se peut, comme dans l'exemple suivant, que vous ayez un circuit qui contient des fois des résistances en parallèle, des fois des résistances en série, des fois une combinaison des deux. Et donc, c'est ce qu'on va pratiquer ici. On vous donne un circuit mixte. On vous dit, pour faire ça simple, toutes les résistances que vous voyez là ont toutes la même valeur, c'est-à-dire 60 ohms. Donc, pour réduire ce circuit-là, il faut y aller morceau par morceau. Il faut essayer de ne pas aller trop vite, parce que souvent, quand on essaie de faire un regroupement trop gros, trop vite, c'est là qu'on se trompe. Donc, on commence par quelque chose qui saute aux yeux, qui est le plus évident possible. Moi, dans ce cas-ci, à mon avis, c'est R5 et R6 qui me semble assez évident. Hein? R5 et R6 sont en parallèle parce que si tu pars du nœud qui est juste avant, puis tu veux te rendre au nœud qui est juste après, tu as 2 chemins possibles en parallèle. Soit que tu passes par R5, soit tu passes par R6. Fait qu'on va commencer juste par ça. Cette première simplification-là, je vais remplacer R5 et R6 par une résistance équivalente que je vais appeler R5-6. Hein, c'est une combinaison de 5 et de 6. Et parce que c'est en parallèle, on fait 1 sur 60 plus 1 sur 60. Ça donne 30 ohms. On n'oublie pas d'inverser, pardon. Ça donne 30 ohms. Quand nous aurons remplacé ces deux résistances-là par une seule résistance, la résistance R5-6, on va voir que cette résistance-là devient en série avec R3 et R7. Hein? Là, je ne l'ai pas redessiné, mais imaginez-vous, là, vous remplacez ces deux-là par une seule. Là, ça veut dire que le chemin, la branche ici, R3, R5-6 et R7, c'est tout en série. Parce qu'ils sont toutes une après l'autre le long du même fil. Fait que R3, R5-6 et R7 vont être en série. Donc, la résistance équivalente que je vais appeler R3, 5, 6, 7, c'est R3 plus R5-6 plus R7. On fait l'addition, ça donne 150 ohms. Et donc, cette branche-là que j'ai simplifiée en R3, 5, 6, 7, là, comprenez que ça serait une branche ici à droite. Elle serait en parallèle avec R2. Donc, ma résistance R2, 3, 5, 6, 7, c'est le calcul en parallèle de 1 sur R2 plus 1 sur R3, 5, 6, 7, élevé à la moins 1, ça donne 42,86. Et donc, finalement, là, j'aurais remplacé tout ça ici que j'ai à droite par une seule résistance de 42,86. Et donc, tout ça remplacé par une seule résistance, il va me rester une seule maille. Hein, je vais avoir un seul chemin. Mon courant, il va sortir, il va traverser R1, il va traverser tout ce que j'ai remplacé ici, qui s'appelle R2, 3, 5, 6, 7. Il va revenir, il va traverser R4, puis finalement, il revient à la borne négative. Donc, ma résistance équivalente, ça va être R1 en série avec R2, 3, 5, 6, 7 et en série avec R4. Fait qu'on additionne chacune de ces 3 résistances-là et ça donne 162,86 ohms.